Hello les amis de la route des légendes, on se retrouve Mmh. une fois de plus avec mon ami Philippe Vassar alias Fifi. Bonjour Fifi. Bonjour. Voilà, donc après avoir vu Abidjan-Nice et les rencontres avec Mmh. Thierry Sabine, on va aborder aujourd'hui, avec forcément les souvenirs et les anecdotes de Fifi, le premier Paris-Dakar. Alors Philippe, raconte-nous. Le premier Dakar, en fait, il est issu, comme je l'ai dit dans l'épisode d'avant, il est issu de l'annulation du deuxième 5-5 aux Oui. États-Unis et en Amérique du Sud, Mmh. qui était un projet ambitieux de Jean-Claude Bertrand, et de ce fait, que Thierry Sabine, voyant que le rallye était annulé, il a dit à Jean-Claude Bertrand: «Bon, moi, je vais faire, peut-être un projet dans Dans mon mon coin. coin». Il lui a Ouais. rien caché. L'autre, il a voulu rester sur son 5-5. Il a dit: «On reporte d'un an». Mmh. Hein, et en fait, il était pris à son propre C'était piège terminé parce que quoi. le Ouais. Dakar venait de démarrer Mmh. et puis les gens ont dit: «Non, c'est l'Afrique, quoi. Voilà. Ouais. C'est la langue française, Alors qu'on c'est retournera moins plus loin». tard en Amérique du Sud. Ah, C'est ça qui est l'Amérique, très fort. absolument, Hein, ouais, c'est avec ASO, mais eh là, oui. c'est encore une autre Mmh. histoire. Donc, Thierry, donc, comme je l'ai dit, bon, il a ses réussites des Touquets, hein. Oui. On est déjà au 5e là, Ouais. enfin 4e, parce qu'on part Quatrième. on part D'accord. en 78 en fait, hein. 78. Oui, c'est ça. Même s'il est Il y a simple. 2 trucs un peu insolites sur le premier Dakar en termes de chronologie, donc de date. C'est que le prologue, qui a Oui. lieu à Montlhéry, Oui. il a lieu le 24. Peu de gens s'en Ouh. souviennent. Ah C'est-à-dire qu'en oui. fait, on fait un prologue le 24, hein, on va faire notre réveillon. Le 25, on attend que ça se passe. Vous vous remettez. Et puis le Voilà. 26, la date de Jean-Claude Bertrand, parce qu'on est parti 2 années de suite Ouais. le 26, D'accord. elle est reprise par Thierry et on va partir. Par contre, c'est pas la forêt tropicale là, de Jean-Claude à 20 km d'Abidjan, c'est le Trocadéro quand même. Donc là, D'accord. chapeau, parce que bon, à l'époque, il n'y a pas les histoires écologiques, hein. Oui, oui. Mmh. Thierry, il a un peu de relations dans les ministères, etc. Et avec son ami député, maire du Touquet. Donc, il obtient les jardins du Trocadéro et c'est le tout premier Dakar. Alors, Bel endroit aussi. ça fait un effet énorme, quoi, Ah parce oui. que les Puis voitures de la d'à Tour côté, Eiffel, tout est ouais, c'est magnifique, aligné, magnifique. c'est vraiment un beau truc. Mmh. On se croit au Palais des Congrès, quoi, du Touquet. Je parle pour les motos. Après, il y a les voitures de l'autre côté. Et vous partez à quelle heure? Tu t'en souviens, le 26? Au Petit matin? on arrive de nuit. D'accord. Je me souviens parce que je suis venu en bagnole avec des potes Ah oui. et avec Gilles, mon coéquipier. Et on part au petit jour, quoi. Il doit être 6h30, 7h, 7h, D'accord. et il fait encore nuit même, hein. Ah oui. OK. Et puis, on a fait il y a 2 jours le prologue. Bon, alors on est très content parce que nous, pour rappeler l'histoire, le Team Honda, d'Abidjan-Nice, bon, il n'a pas été renouvelé Mmh. parce que, pour Honda, si c'est pas pour gagner, si c'est que des victoires d'XT, ça les intéresse pas. Ouais. Mmh. Donc, 79 et 80, ils ne font rien sur le Dakar. Alors pourquoi ils ne font rien? Parce qu'ils n'ont pas le véhicule pour battre leurs frères ennemis et donc Yamaha. Ils D'accord. disent: «Bah, on va pas se faire, on va se faire une contre-pub. Oui. Autant pas le faire. S'il y a Mmh. 10 XT, 10 premières places et qu'on fait 11e, aucun Oui. intérêt». Et c'est ce D'accord. qu'ils pensent. D'accord. C'est ce Ouais. qu'ils pensent. Donc, à un moment donné, ça, on apprend tout ça, peut-être 15 jours avant le départ. Mmh. Parce qu'en fait, nous, pourquoi on était en relation avec Honda? Parce qu'on faisait le rallye routier aussi, nous. Oui. Ah oui. Vous êtes On pas faisait le Tour de que France mmh. moto, Tour de Corse, Mmh. le rallye de l'Armistice, tous les petits rallyes routiers qui étaient très importants pour Honda pour 2 raisons. C'est qu'il y avait un marché police militaire, Oui. hein, qui Un était gros marché. important, gros Mmh. marché. Oui. Et puis il y avait, c'était suivi, les gens s'en rappellent pas, ceux qui organisaient le Tour de France moto, par exemple, c'était l'équipe, c'est-à-dire qu'on avait une Ah oui. couverture identique au Tour de France vélo quand même, Ah hein. oui, oui. La Ouais, carrément. couverture, Mmh. Mmh. premier, on voyait, par exemple, je sais qu'il y avait Estrosi, tout ça, enfin, etc. Mmh. Il y avait des pilotes de vitesse connus, il y avait Hubert Regal, enfin, globalement, des gens connus, donc on faisait la couverture, toi, donc Tour de France moto, et ça part de Mmh. alors, différentes villes. C'était les mêmes villes étapes que les vélos, quoi. D'accord.
sauf qu'on faisait les spéciales sur les circuits, Oui, et puis les spéciales sur les courses de côte, et puis des spéciales de nuit sur route fermée évidemment, d'accord. comme le rallye de Monte-Carlo, quoi. Donc comme nous on était pilote officiel Honda pour tout ça, bah on attendait les consignes pour savoir ce qu'ils faisaient. Et c'est tombé 3 semaines avant le départ. Et puis on apprend par le service presse qu'il y a une moto qui vient d'arriver et qu'ils aimeraient bien en mettre quelques-unes à ce rallye qui vient de naître, Paris-Dakar. Tiens, ça fait une bonne pub. Bon, aucun espoir de gagner, mais voilà. comme elle va arriver dans le réseau le 1er janvier, parce qu'elle est arrivée en décembre, on est le 15 décembre, hein, Ça presque fait 6 quand même un mois. peu de pub. Ah, mais c'est court, ouais, pour Ah bah, c'est préparer. très très court. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme prépa, les gars? Bah, rien, quoi. On va mettre un garde-boue, on va mettre qui crasse moins, on va mettre un petit phare, on va mettre. Il y a même pas de réservoir plus gros de Non, prévu, rien. À non, l'époque, c'est comme ça, on y va et c'est puis pas de réservoir de prévu, mmh. ça consomme rien, on nous dit. Bon, puis quand chez Honda, alors c'est pas le service commercial qui fait, c'est pas le service compétition, bien sûr, c'est une moto standard. Mmh. Faut se rappeler aussi qu'elle a une route 23, c'est une innovation. Donc, la première moto de série, entre guillemets, avec route 23. Après, il y aura la 500, D'accord. qui viendra un an après. Donc, on est sur quelque chose de nouveau. Et l'objectif d'Honda, donc les services presse, Mmh. qui doit faire en fait son lancement. Plutôt que dépenser de la pub, pas mal d'argent Ah oui, dans les d'accord. C'est magazines, un tout, à de inviter tous les gens, d'accord. le responsable, qui était un pilote de rallye très connu, s'appelait Jean-François Piot. Il dit, bon, j'ai une idée, on va faire le lancement, c'est pas un gros budget. Bon, Honda a l'air de suivre, hein. Japonais évidemment, il dit: Mmh. «Bah oui, pourquoi pas?» et cetera et cetera. 1er rallye, ça permet quand même d'être un peu là, mais on fera pas de résultat, c'est pas Sans grave, se lancer, on voilà, s'en tout à fout, fait, ouais. c'est pas Mmh. grave, faut essayer qu'il y en ait, à l'arrivée. Alors ils étaient partis sur 20 motos. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils s'appuyaient sur les concessionnaires. Ce sera le D'accord. lancement d'un concept qui sera repris Ah, après avec les OK, Africa Twin, d'accord. avec Hervé Guillot, François Charlier à l'époque, ont lancé ça, et après et par Jean-Claude Olivier, qui a fait aussi 50 Ténéré au Avec les Paris-Dakar concessionnaires, avec ouais, les d'accord. concessions. Ouais. Donc ça Mmh. sera repris, et malheureusement, on est pris par le temps. Alors, Jean-François nous trouve des outres à mettre par-dessus, avec des durites, ça brinque-balle, ça tient pas très bien, avec des sangles. Nous, on dit, bon, on va quand même changer les amortos. On avait un contrat avec Conny, qui nous fournissait pour le Tour de France moto. Donc, on met 2 amortisseurs, des pneus tout-terrain, mais on peut pas en mettre à l'avant, donc pareil que le trail. Bon, alors il est D'accord. moyen, hein, il est un pneu, entre guillemets, à l'époque, japonais, bien sûr, mais ouais, Oui. c'était pas la grosse qualité, quoi, Mmh. par rapport au XT, qui avait des pneus enduro, cross, etc., etc. Et on se dit, bon, bah, faut pas trop concret, parce que des chambres de 23, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Et on se retrouve avec 28 motos. Donc, Ah oui, quand même. l'opération réseau, elle marche vachement. Ah oui. Mmh. Mais par contre, Donc, alors, pas de camion qui vous suit, on bah est non, d'accord, voilà. Jean-François Piot, pris de court, il dit: «Il y en a 28». Il lève le doigt, il dit: «Chef», au patron de Honda à Comment on l'époque: fait? «Chef, on peut pas laisser partir, il y a 28 concessions derrière, et s'il y a là, puis ça serait bien qu'on ait 2-3 gars connus, quoi». Oui, Alors il dit: «Bah oui, mais il y a qui?» Bah, il dit: «Ah bah, il y a les mecs qui ont fait Abidjan-Nice là, il ils faut sont les bons, prendre, il faut les ils ont chercher. été en tête». Hop, Oui. tagadac. Mmh. Et puis il faut une femme. Ouais. «Ah bah tiens, il y en a une que je connais, hop, Martine de Cortance, elle fait du rallye avec moi». Voilà. On fait un D'accord. team à 3, il trouve un sponsor, Jean-François Piot, et c'est parti. OK. Donc nous, malgré tout contents, on se dit: «Bon, au moins on y est», parce que ce qui est important, hein. C'est ce que disait un pilote, s'appelle Hervé Lecomte, c'est repris d'ailleurs dans le site Dakar longtemps. Le plus difficile pour Dakar, c'est de voir les autres partir. Et Ah oui, et et oui. et c'est un peu ça, bah, quand tu veux le faire ou quand tu Oui, l'as fait. oui, oui, tout à fait. Oui, bah oui, c'est clair. Partir sans toi, ça veut dire, hein, Oui, donc oui, évidemment. mmh. Donc c'est une petite anecdote, mais ça illustre bien le fait qu'on se voyait pas bien rester, voilà, hein. Mmh. Alors Gilles et moi, on avait eu une proposition par Moto Guzzi, Ah d'accord. ouais, Ouais. qui avait fait un team avec 5 motos.
avec le patron qui nous connaissait du Tour de France, Hervé Bachol, et qui était l'importateur, hein, ça s'appelait la SEDEM. Et on a fait une journée d'essai à Fontainebleau, en sable, et n'a pas été concluante, on cassait des roues arrière. Ah. Donc ils ont fait un team avec Bernard Rigoni, Éric D'accord. Breton, Martine Régnier, que je salue, si elle nous entend. D'accord. Ah Ouais, oui, ok. ouais. Ah. Et le patron du sponsor qui s'appelait Jet 27, c'était de l'alcool vert, oui. que les gens de boîte de nuit connaissent, Tout à fait. qui s'appelait Alain Legrand. Et après, un qui deviendra connu, mais dans le poids lourd, c'est Alain Piatek. Voilà. Donc nous, on n'a pas été dans ce team qui était un team officiel, hein, mais c'était avec des V50. Et en effet, il y a eu un seul rescapé, ça a été Bernard Rigoni, mais qui est arrivé dans les derniers. Ouais. D'accord. Ouais. Voilà, Okay. mais qui était jusqu'au bout difficilement. À cause des roues et des cardans. Voilà. Okay. Donc, on est content quand même de partir avec nos 250. On a notre team avec Martine. Bon, Martine est assez maligne parce que comme son mari de l'époque est cinéaste et fait le film, un des films pour le Dakar, bah elle a son assistance à elle, quoi. Mais c'est pour elle, elle est plus maligne que nous. Ah, oui. Alors donc, je reviens à l'épisode d'avant, c'est-à-dire que notre ami Pio va solliciter, et comme il a des relations dans l'aviation, d'où les outres à essence en fait qu'on met dans les avions. D'accord. En secours. Ah oui, tu viens de là, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on a des outres qui ressemblent à rien, mais par contre qui vont s'avérer très costauds. Ah, ouais. Bah, faut pas tomber dessus, quoi, parce que même si elles sont très épaisses, parce que ça arrache surtout les durites, Ouais. donc l'essence est cool, mais bon, mais ça s'avérait vraiment pas mal au final. Hein. Et donc voilà, il dit bon, on a un petit budget, comment on pourrait faire? Puis bon, un des gars qui dit bah, vous avez qu'à mettre un avion, comme ça vous emmenez toutes vos pièces, ouais, Yaka, et arrive un vieux DC-3, un Douglas, quoi, un vieux DC-3 qui avait de la guerre de 45, quoi. Et avec des pilotes un peu olé olé, hein, des vieux baroudeurs, mais qui connaissaient l'Afrique, et qui louaient ce DC-3. Donc on est parti, enfin, ils sont partis avec ça. D'accord. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a sept mécaniciens. On va retrouver des gens un peu connus, François Gomis, Alain Mazière, qui était à moitié sénégalais, mais à moitié français. On va retrouver Alain Pujol, qui est malheureusement décédé. On va retrouver Jean-Pierre Boulmé, mais qui était en termes de photographe, qui était un photographe de Grand Prix très connu, Jean-Pierre. Tout le monde débute là-dedans, là. Tout le monde se ressemble. On va retrouver des gens comme ça. On va retrouver Snoopy. Snoopy, qui s'occupe de, voilà, qui est aussi là-dedans. Enfin, on retrouve vraiment, nous, des gens qu'on connaissait bien, parce qu'au travers de la compète, de la vitesse, comme des rallyes, on se côtoyait, quoi. Donc, tout ça, c'est quand même assez sympa. Mais le problème de l'avion, c'est qu'on va pas le voir beaucoup. Parce que, déjà, sur les étapes, Alger, il n'est pas là, etc. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas trop nos fringues, quoi, ni nos duvets, ni nos machins. On revient en vrai privé. Mais il va quand même être là au jour de repos, etc. Oui, voilà. Faire des révisions. Il sera un peu plus sur l'Afrique noire, parce qu'on arrive à Bamako, par exemple, etc., etc. Et c'est important parce qu'à Bamako, c'est une étape qui est intéressante, puisque c'est celle la plus difficile qui fait Bamako à Nuro, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, 28 motos. Alors, pourquoi on est content le 24 décembre? Parce qu'au soir, c'est Desnoyers qui a gagné sur une XL, c'est un trialiste connu, champion de France, qui a gagné le prologue. Gilles Dol, il fait deuxième ou troisième, non, troisième. Christian Raya doit faire deuxième. Moi, je fais quatrième, donc un tir groupé d'XL. Et on se dit, c'est toujours ça de prix, quoi. On parle de nous déjà dans les journaux, là. Ouais, donc ça, c'est Montlhéry. Et donc, après, il y a une eau spéciale qui se fait à Olivet, puis après, on arrive à Marseille. Non, pas Olivet, pardon. Je dis une bêtise, là, c'est au deuxième. Donc, il n'y a plus de spécial, en fait. On arrive direct au port de Marseille, donc National 7. C'est la seule fois où on prendra... D'accord. C'est le premier rallye National 7. Ouais. Alors, grand froid. Oui. Hein, donc, pas d'équipement. Pourquoi? Bah, parce qu'on ne va pas mettre des gants d'hiver dans l'avion, quoi. Donc, voilà. Hein. Alors, on a quand même un véhicule de Jean-François Pio qui nous récupérera un duvet ou de temps en temps. Mais lui, comme il peut pas amener grand-chose, hein, il amène un peu de chambre à air, des choses comme ça, parce qu'il y a quand même pas mal de crevaisons.
va ramener un peu d'essence, un peu d'huile, mais ça va s'arrêter là, Oui, quoi. on peut Et en plus, comme c'est un ancien pilote, un ancien pilote reste un ancien pilote, ouais, quoi. c'est C'est-à-dire clair. que lui, il va essayer de rouler Mmh. et de doubler plein de gens, il y arrive, hein, Mmh. etc., etc. Mais il est plus déconnecté un peu de ça. Il a monté une belle opération. Il dit, tiens, le coup de pub est réussi. On en a bien roulé, a déjà gagné Montlhéry, la Ouais, XL, et voilà, c'est bon. c'est le top. Donc, voilà, on est parti. Et puis, ça se passe, mais bon, les premières étapes, on est quand même largué, quoi. On le savait, Des hein. grosses étapes. Les grosses étapes algériennes, Ouais. voilà. Alors, je refais un petit flashback, c'est que une anecdote, mais qui est un peu dramatique pour les Algériens, c'est qu'ils perdent leur président. D'accord. Première étape, Ah. à Alger. On apprend ça sur le bateau. Mort de Boumedienne, Ouari Boumedienne, qui est le D'accord. héros de la libération, on va appeler ça comme ça. Ouais. Voilà, coup dur. Parce que les autorités algériennes, préfecture, ça dit, on va pas voir des Français débarquer le jour de la En mort. plein moment, ah oui. Un mois de décès. Ah oui. Ah oui, là, c'est pas 2 jours, hein. Ouais, C'est un mois pas, carrément là-bas. c'est pas Johnny Hallyday, là. C'est un mois, là. Ah oui, et ils ont fait plus fort que nous. Donc, ah ouais, Ouari Boumedienne, dramatique pour eux, hein. Mmh. Donc, on arrive à Alger et le bateau est bloqué. C'est là où Thierry Sabine est fort. Parce que globalement, en théorie, on partait pas. Vous n'avez pas le droit de descendre. Pas le droit de descendre. D'accord. Et il peut pas se permettre de prendre une journée de retard. Parce que tout est prévu, les ravitaux, à Agadez, ici, là, c'est impossible. Mais les Algériens s'en foutent de ça. Donc il va négocier pour qu'on parte la nuit. Donc alors qu'on est arrivé le matin. D'accord. On va attendre sur le bateau. On va descendre dès que la nuit va commencer à tomber. Il va nous mettre une escorte de très très braves policiers qui vont rouler sans gants alors qu'en Algérie il fait -5 l'hiver, dès que tu quittes la ville, quoi. Ouais. Pourquoi? Parce que ça devient montagneux. Et on va arriver à notre étape, qui était une liaison, où là, pas rien à manger, rien n'était prévu. Pour Thierry qui avait vécu, ou pour les gens comme moi qui avaient vécu à Abidjan-Nice, bon, on n'était pas étonnés, quoi. Mais bon, mais nous on n'avait pas d'avion Honda non plus, donc voilà. Mais on avait déjà un peu plus de relations. Je crois qu'on avait mangé avec Martine, je crois, enfin, ou son mari Christian, il s'appelait Christian de Cortance. Ouais, mais on avait grignoté, on avait trouvé ce qu'il faut, quoi. Mais bon, globalement, pas de duvet, pas rien. Ouais. C'est compliqué, pas de tente évidemment. Ça, ah bah non. De toute façon, on n'en avait pas emmené. Nous, c'était du luxe. Donc, et puis après, on va faire notre bonhomme de chemin jusqu'à Agadez. On remonte dans les classements. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'aventures. Puis, Gilles Déol, comme moi, a quand même un peu d'expérience. On a déjà fait 2 Abidjan-Nice. On ne roule pas vite, mais on roule un petit peu tout le temps à fond. Donc voilà, quoi. Ça se passe assez bien. On monte, on arrive tous les 2 dans les 20 premiers, quoi, je dirais. Ouais. Bon, il y avait 90 motos. Et t'as des pilotes qui ont été connus après, qui étaient déjà là, qui font leurs premières armes. Oui, absolument, bonne question. Il y a Hubert Auriol. D'accord, il est là. Il y a un team qui est vraiment cocasse quand on connaît le futur. Hein. C'est qu'ils sont ensemble. Il y a Fenouil, il y a Cyril Neveu et il y a Hubert Auriol. Même assistance, même mécano. Non, c'est c'est beau ça. Ah, d'accord. Absolument. Okay. Ils sont ensemble. Alors Hubert est totalement méconnu. Hein, okay, bah oui. Parce qu'il n'a pas fait aucun des rallyes d'avant. Il en a juste rêvé. Ouais. A trouvé un peu de rond. Il a dû filer sa démission. Parce que son patron, en janvier, c'était pas possible de partir. Parce que c'était les collections, il bossait dans le textile, dans les chemises, dans le sentier. Ah d'accord. Filer sa démission de son boulot pour partir. Mais il avait trop envie, quoi. Donc il a acheté une 500 XT, chez d'ailleurs Sauvêtre, le fameux Dominique. Et puis c'est parti. D'accord. Donc globalement, c'est vraiment je dirais, on peut pas y avoir plus de gens connus que les 2 futurs vainqueurs et Fenouil, un peu l'historien, le journaliste, etc. Et qui est en BM en plus. Bon, alors il y a 2 XT, Cyril et
et Uber, et puis il y a une BMW. Alors il y a le père de Cyril Neveu s'appelle Claude, qui est un sportif aguerri, qui a passé le virus à son fils, qui a été champion du monde de canoë-kayak, qui est un gros sportif, qui a une bonne carrure, etc. Qu'on veut, qui a un peu un sale caractère. Bon, il va avoir du mal. Bon, non, là, j'aurais pas aimé être dans le Toyota. Il y a Gary Carrera, qui était le préparateur de la BM de Fenouil. Et il y a Gilles Maurice, qu'on retrouve à la Route des Légendes, qui était là l'an passé, et qui sera encore là à la prochaine. Gilles Maurice, qui est d'Orléans, et qui est mécanicien chez FD Motoshop, qui prépare les motos de Cyril et Hubert. Donc ça, les équipages connus, et puis après, il y en a d'autres, hein, F1 Maro, en voiture, etc. Alors, oui, bien sûr. Oui. Petite anecdote qui n'en est pas une, mais faut savoir que sur le prologue de Montlhéry, j'en ai pas parlé, mais je crois que les 10 premiers, c'est des motos. Alors Thierry, il se dit, oh merde, les bagnoles, elles vont se rattraper après. Et quasiment tout le rallye, c'était des motos qui étaient en tête. On se rappelait qu'au final, la première voiture est 4e. Derrière moi, hein, donc c'est un Range Rover. Le classement étape, c'est général. Tout est mélangé ou... C'est mélangé. Tout est mélangé, d'accord. Ouais, tout est mélangé. Mais, comme on reprend. Mais ça fout mal quand même d'avoir les voitures un petit peu derrière. Bah, disons que c'est ce qu'a fait après avec la fédération. Il fait ça. C'était Jean-Marie Balestre qui a été connu dans la Formule 1 et qui a dit non, on interdit ce rallye si c'est mélangé avec des motos. Ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. Enfin, il a essayé de sauver la face de l'industrie automobile parce que 3 motos en tête au premier Dakar. Donc après, c'est dès le deuxième 80, ça a été différencié. Mais tout ça pour dire le prologue, bon, qui était un peu boueux, je reconnais, hein, mais ça s'est avéré. Après, il y a des voitures qui ont des étapes. Hein, je crois que F1 Maro, ils ont gagné une ou deux, etc., etc. Il y a eu les Range Rover. Voilà. Deuxième anecdote qui est connue, c'est que René Medge, il était dans un Range Rover avec un de ses clients, parce qu'il était concessionnaire à Malakoff, hein, concessionnaire Rover. Comme il n'est pas vraiment cherché ni trouvé à faire le premier Paris-Dakar, alors qu'il avait fait les Abidjan-Nice, il s'était parti avec un de ses clients un peu fortuné et il ne s'est pas du tout entendu avec. Il est descendu de son range et il a fini pilote des ambulances, enfin des véhicules médicaux d'à l'époque, ça s'appelait l'AMSAM. Le créateur, c'était Guy de Romont, c'était un ami qui était à l'hôpital Henri Mondor de Créteil et que j'avais connu lors du coma de René Guilly, dont j'ai parlé au podcast précédent. Resté plus de 2 mois dans le coma, et Guy de Romont, il avait créé cette association pour les sports mécaniques, et c'était les débuts un petit peu des médicaux, et je peux vous dire que ça a sauvé du monde. Ça a sauvé du monde, les médecins. Donc, mais ils étaient dans les voitures, là c'était des 504, la première année, break avec des brancards, etc. Et René a pris le volant et c'est parti. Et c'est parti. Et je crois qu'il a fait dans les 10 premiers. Il était bien classé. Il était classé. Il est arrivé. Souvent, on se change pas. Donc voilà les gens un petit peu connus. Puis il y en avait d'autres. Hein, globalement, j'ai pas tous les gens en tête. Hein. Après, il y avait un team Yamaha qui était solide, hein, avec Jean-Claude Olivier, Merel, tous les anciens crossman, Pinot, Potisek, mais qui a malheureusement abandonné assez vite. Hein, d'ailleurs, pour l'anecdote, quand Gilles Déol a cassé son moteur de 50, il a récupéré Jean-Claude Olivier lui a dit, tiens, si tu peux amener la XT à Dakar, voilà, plutôt que de la monter dans un camion. Voilà. Donc on arrive au jour de repos d'Agalès et je dis au mécano d'Honda, parce qu'on avait le temps là, je lui dis tiens, mon moteur il tiquette un peu, etc. Regarde. Il dit alors bon, il démonte, il regarde, t'as fait un petit serrage quoi. Il y a peut-être eu un petit peu de manque d'huile. Je lui dis je sais qu'on a un moteur neuf, puis on me l'a dit. Il dit oui, mais on vient de le monter à Martine de Cortance. Je dis, alors ils ont repris son haut moteur et ils l'ont mis sur le mien, et c'est ce qui a permis que je termine. Hein, donc et c'était mieux débrouillé que moi, Martine. Donc ça a permis, on arrive la fameuse étape qui était soi-disant infaisable, où je suis seul à être passé. Donc c'est Bamako, Nioro du Sahel, ça s'appelait. C'est le 11 janvier, la date je m'en rappelle.
pas parce que c'est l'11, mais parce que c'est l'anniversaire de ma sœur, donc c'est tout. Facile à retenir. Ouais. Et C'est donc, elle qui m'a t'es fait. le seul à finir, en fait. Je suis le seul à passer. Voilà. Et c'est là où, comme on n'est pas un team officiel, il n'y a personne d'Honda. Ouais. Mais il y a un gars qui est là pour sauver ses troupes, c'est Jean-Claude Olivier. Il est D'accord. à Niro, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas là d'aéroport. Donc il a réussi à monter dans un 4x4, parce que pour lui, il faut absolument que les XT gagnent. Il faut qu'ils gagnent le général. Ah oui. Bah oui, Ah oui, sinon, tant qu'à faire, oui, s'il y a une voilà. 4L devant ou un range, on est mal. Mm. Donc il va faire changer les règlements, en effet. Bon, c'est un peu connu, hein, mais bon, c'est pas, puisqu'on fait un podcast là-dessus. Mm. Et évidemment, le business l'emporte parce que Thierry et Jean-Claude sont très liés, et commercialement, et même, je dirais, amicalement. D'accord. Ouais. Ce qui fait que quand je dors, parce que Thierry, quand je suis arrivé, il m'a dit, bon, bah, les autres, ils vont prendre 10 heures. Parce que pénalité quand tu es hors temps. C'était en fait, acté, hein. C'était acté. On est d'accord, hein. Ok. Et la presse vient me voir. D'ailleurs, une photo qui traîne sur Facebook où je suis avec le gars de l'AFP, Jean-Pierre Dufour. On est resté un peu amis. Et le gars de l'équipe, François-Xavier Baudet, qui est décédé malheureusement, accident d'avion. Et les journalistes viennent me voir. Ah, putain, super, avec ta 250, comment t'as fait, etc. Bah, je dis, c'est l'enduro. Moi, je suis passé, je voyais que en fait, ils ont tous eu des problèmes de filtre à air. D'accord. Et moi, comme j'ai pas voulu rouler dans le Fèche-Fest, l'expérience de Abidjan-Nice, c'est pour ça que tout sert dans la vie. Ah oui, d'accord. Moi, je savais ce que c'était, parce que quand j'ai fait Abidjan-Nice, on avait des 350 pas très puissantes. Ouais. Et il y avait des périodes de Fèche-Fèche, une sorte de farine sablonneuse. Partout, voilà, alors quand il a plu, c'est inroulable, c'est de la pluie, évidemment. Mais quand il fait chaud et sec, bah, c'est de la farine. Ouais. Et là, ça colle tout. Donc ça colle un peu partout. À l'époque, il n'y avait pas la techno suffisante, un peu comme les premiers Touquet. Hein. C'est clair. Voilà, les filtres à air, après c'est venu les Twin Air avec tout ce qu'on veut, etc. Les bas de soie, on mettait au début, enfin, il y avait tout un tas de choses. Mais sur un Dakar, il y a pas mal de pistes. L'Algérie, par exemple, on traverse le Tanezrouf, c'est un désert très minéral, c'est du petit caillou, ça, là, il y a une grosse portance. Après, bah, là, tu vas arriver dans une étape sahélienne, c'est le Sahel d'ailleurs, d'où le nom du route du Sahel d'ailleurs. Hein. Et bah, il y a eu des grosses pluies entre il y a un bateau qui passe entre les Rocos qui a pu faire Thierry. Oui. Hein, et le janvier. Lui, il est passé en septembre. Puis le même temps, puis les mêmes pistes. Puis les mêmes pistes. Ouais. Donc il y a eu la saison des pluies, tout ça a été défoncé. Donc moi, bah, il n'y a personne de Honda, bien sûr, mais bon, après, est-ce que Thierry aurait changé d'avis? Enfin, il a changé d'avis, mais j'en sais rien. À la limite, peu importe. Moi, je suis déjà content, parce que je partais juste pour terminer. Donc là, je me retrouve en tête brièvement. Oui. Le lendemain, Thierry m'appelle. C'est pour ça que j'ai eu des rapports un peu avec Thierry. Jamais houleux, parce que je dirais globalement, bon, après, moi, je suis bête et discipliné. Hein, il y a un chef. Bon, après, quand j'ai été chef, j'ai fait pareil. Hein. Oui, bah oui. Il y avait des contestations quand j'organisais les super motards et tout ça. Mais bon, faut trancher. Et puis, il faut voir pour l'avenir aussi. Donc, bien sûr, voilà, c'est ce qu'il a décidé. Et au final, au fond de moi, j'ai dit, oui, c'est un peu légitime, il va pas écrouler. Ça aurait été Jean-Claude Bertrand, là, c'était classé. Hein. Il y avait un mec de classé, c'était terminé. Mais alors, il y aurait eu quelques voitures. Hein, parce que là, moi, je me suis occupé que du classement moto. Parce que, bon, il y avait des voitures qui sont passées. Quelques voitures. Ok, d'accord. Quelques voitures sont passées. Okay. Voilà, donc, mieux préparées. Je crois qu'il y avait les frères Barrault qui sont passés. Il y a eu un ou deux ranges, etc., qui connaissaient bien l'Afrique. Ils avaient leur 4L, les Marauds? Oui, le premier Dakar, 4L. D'accord, ok. Bah, ils finissent 5e, hein, au général, donc voilà. Donc après, bah, il reste 2 étapes. Bon, bah, avec, je dirais, mon très bon chrono de cette étape-là, malgré tout, je suis 3e. Bon, c'est quand même pas mal. Hein. La première voiture, elle est derrière. Ouais. Voilà, et puis après, bon, on arrive à Dakar, content. Bon, il y a quand même un directeur, genre Hervé Guillot, du commerce qui vient à l'arrivée. Bon, on fait une petite fête, etc., etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que
c'était pas encore le business, c'était l'aventure. C'était encore le la premier découverte. Dakar. Hein. Faut comprendre Ouais. qu'on est loin de ce qui se passe aujourd'hui, et même de ce qui se passera, ne serait-ce que 5-6 ans après, avec les arrivées des Peugeot, les enjeux, Oui, des après, teams c'est les grosses italiens. écuries qui sont arrivées. Après, les gens vont mettre tous les atouts de leur côté. Mm. Là, les premiers, en fait, j'ai pas trop de mérite. C'est que j'avais déjà fait 2 rallyes. Si, quand même un peu. J'avais déjà fait Abidjan-Nice, si tu veux, bon, par rapport à ceux qui avaient jamais fait. Et puis on faisait quand même en 79, 80, on faisait un peu plus d'enduro, donc rouler dans les ornières, dans la boue. Oui, ça, voilà, tu connaissais. moi, Donc, je connaissais un ton peu. terrain de jeu Voilà, un peu, quoi, voilà. en plus grand. Donc, Et petite question là, est-ce que c'est des trucs qui m'avaient comme ça? Pourquoi Thierry avait choisi Dakar et pourquoi pas une autre ville un parce peu que, plus près, en fait, pour plusieurs raisons, parce que il s'était dit, faut qu'on aille en Afrique de l'Ouest, parce que ça parle aux Français. D'accord. Ancienne colonie, hein, pas avoir peur du mot, hein, mais donc, et il y avait beaucoup de Français encore présents. Parce que même si l'indépendance est de 62, quand tu regardes, c'est frais. Après, quoi, ouais. Ça fait 15 ans. Ouais, c'est encore là, quoi. C'est encore là, une grande présence, on parle tous français. D'accord. Les pistes sont connues, elles sont faciles. Et puis, quand tu regardes, tu vas aller où comme autre ville? Ouais, si tu veux l'Afrique noire, à partir si oui, tu c'est veux, vrai que c'était la ville de référence à l'époque. Ça va être plus compliqué après quand l'Algérie va fermer. Oui. Enfin, va refuser que les rallyes la traversent. Bon, ça va être plus compliqué après, parce qu'après, t'as pas le choix. C'est Maroc, Mauritanie et Sénégal. Ouais. Mais tu vas pas arriver au Tchad, à Djamena. Hein, oui, c'est à moitié c'est encore en guerre. Hein. Il y a beaucoup de conflits tribaux. Tu vas pas arriver en Libye. À l'époque, tu passais pas avec. C'est vrai que c'était encore chaud un peu partout. Donc en fait, quand il a déplié la carte, il s'est dit, ça fait combien là? 12 000. Oh, ça va. C'est ce qu'on a fait pour Abidjan-Nice. Voilà. D'accord. Ok. Bon, ça a été, en fait, c'est un problème de presque non-choix. Il n'y a pas d'autre choix. Quoi. Oui, ok. C'était, voilà. Et puis ça s'est avéré que c'était le très bon choix. Et puis après, il y a eu d'autres très bons choix de Thierry. Hein. C'est après de partir le 1er janvier. Oui. Ça, c'était génial. Après la grosse fête de tout le monde, hop, on partait sur. Ouais. Et puis après, plutôt d'aller à 7. Parce qu'à Marseille, tu avais plus des grèves de dockers, tu avais plus des problèmes. Souvent. Il y avait plus des incertitudes. Puis c'était plus cher de partir de Marseille. C'est plus long la traversée. Plus long aussi, oui. Donc tout a joué. Donc en fait, c'est des idées, mais aussi des évidences, on va dire. D'accord. Mais on voit quand même que sur ce premier Dakar, ils prennent de l'étoffe. Oui. Là, on va trouver un peu le Thierry Sabine, le début du Thierry Sabine, qui va se développer après. Et donc, je suppose que pendant tout le premier rallye, la presse est là. Donc, il y a des retours forcément quand vous rentrez après. Surtout la radio. Surtout la radio. Ah, d'accord. Europe 1, alors c'était RTL, Max Meignier. Donc, je suis passé, avec Max en direct. Alors, c'est énorme parce que les gens écoutent. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent parce que il est dans son émission qui est pour les routiers. Oui, les routiers sont sympas à l'époque. Mais globalement, après, ils ont fait des pubs un peu partout à la radio, en disant voilà, Max ce soir est en Afrique avec son camion, donc les gens le connaissent, tu vois. Bien sûr. Et ils vont retrouver un petit peu l'émission, mais qui va être consacrée. Alors bon, il fait venir pas forcément des mecs connus, hein, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Bah non. Il fait venir des gens lambda qui ont des choses à raconter, qui sont là. Des aventuriers qui partagent et puis absolument. Ça intéresse au monde. Et il arrive à passer en VHF difficilement, des moyens un peu militaires, la débrouille, comme on dit, africaine. Il va, je pense, il va louper 2 ou 3 épisodes. Il sera pas à Nuro, la fameuse étape très dure, parce qu'ils ont mis beaucoup de temps à passer avec leur camion. Puis lui, il faut qu'il enchaîne pour être le soir. Donc, et puis bon, autant en France, tu peux couper, ou même à la route des légendes pour l'autoroute, mais on peut. Mais là-bas, non. Mais là-bas, tu peux pas vraiment. C'est vrai. Donc ça a été, c'était quand même un Dakar extraordinaire parce que il a lancé réellement ce concept. Et puis, c'est le début de l'intérêt des usines pour un truc difficile parce que
Il y avait des épreuves difficiles, je dirais, en compétition. Il y a le bol d'or, 24 heures, les 24 heures Oui, mais du Mans, France. etc. Même, France. mais en France. Voilà. Et, et dès le deuxième, on va avoir des étrangers. Parce qu'au premier, il y a très peu, peut-être un Belge ou deux, je crois, de mémoire en moto. D'accord, ouais. Mais c'est tout, quoi. C'est tout. Voilà, quoi. Parce que le premier italien, c'est mon ami Beppe Gualini, et qui vient au second. D'accord. Mais au premier, c'est vraiment des pionniers. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, il y a encore une ou deux motos de route, hein, comme on avait à Quand même Abidjan-Nice. encore. Ah, Ouais. ouais. Bah, il y a Philippe Et ils Jambert. ils vont au bout. Non, Non. Philippe Jambert va arrêter. D'accord. Non. Et celui qui aurait fait une très très bonne place, mais qui a eu un problème moteur sur son Flat Twin, c'est Fenouil. Oui. Puisqu'il a serré un cylindre et après il a fallu que Gary, son mécanicien, à la scie à métaux, il arrive à couper, il colmate vaguement pour pas que toute l'huile s'évade, et il enlève le cylindre et des trucs de fou. Hein. Sur la piste, tout ça. Incroyable. Donc, on sentait le côté un peu africain chez notre ami Gary, qui était à l'arrivée de la route des légendes et qui vient nous voir à 7, puisqu'il est 7 Donc c'est un petit peu tout ça que je veux aussi partager avec ceux qui écoutent, c'est que faut oublier le côté course à fond, etc., etc. Il y avait un peu de débrouille, de l'orientation, beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Beaucoup de navigation. Roadbook déjà ou moyen. Comme des directions, c'est ça. Voilà, mieux que Jean-Claude Bertrand, parce que là c'était symbolique, mais moins bien que ce qui se fera plus tard. Hein. Des directions décidées là. Mais je dirais que oui, il y a eu principalement comme reproche à Thierry Sabine, c'est surtout quand tout le team Yamaha Asper là, a un embranchement qui allait sur Arlit. Il fallait pas aller Arlit, quoi. Mais bon, alors ils avaient mis des photographes devant, là, il y avait un bidon Arlit et l'autre. Bon, paraît-il, je sais pas, j'étais pas là. Enfin, j'étais là, mais j'étais bien loin, moi, parce qu'eux, ils jouaient la course. Et Jean-Claude en a un peu voulu à son ami. Et ça a peut-être joué aussi pour l'étape de Nuro. Il a voulu se rattraper. Il dit bon, allez. D'accord. La Honda, on va la virer, t'inquiète pas. Il n'est pas connu en plus, celui-là. Celui-là, on s'en fout. C'est pas un pote. Non, mais sous forme de plaisanterie. Bon, après, il y avait déjà les débuts de la triche. Hein, bon, on sait que Cyril a changé son moteur, que c'était interdit. Enfin, bon, on sait un peu tout ça. Mais tout ça, ça va être monnaie courante après. Hein, sans parler de Peugeot et le tirage au sort, évidemment. C'est la fameuse du vol qui se vole la nuit. Hein, sans parler des changements de plaques, sans parler de tout ça, mais globalement, ça va faire partie du Dakar, de l'histoire, des anecdotes. Et c'est un petit peu ça qu'on raconte aussi le soir aux soirées des légendes. Que, on en apprend des belles, quoi, des fois, mais je dirais il y a prescription. Et donc, justement, c'est à ce moment-là que les langues se délient, et c'est le seul ton de la plaisanterie, mais on sait quelquefois des histoires qui se sont passées qui à l'époque étaient interdites, et voilà, ça sort maintenant. Mais, après, bon, dans tous les sports, mais beaucoup dans le sport mécanique, il faut une dose de chance. Déjà, moi je dis qu'il faut une grosse dose de chance pour arriver à Dakar. Déjà, hein, parce qu'il y a tellement d'embûches, tellement de risques de prix. C'est vrai. Donc c'est déjà bien quand tu arrives. Après, quand on vient pour gagner et qu'on ne gagne pas, c'est comme ça. Et puis après, les pilotes qui sont plus rusés que d'autres, hein, ceux qui ont gagné, on peut citer Peter, Cyril bien sûr bien avant, etc. Et puis plein d'autres qui globalement vont passer au travers de tous les embûches, vont pas forcément être aux avant-postes, mais qui vont... Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec toi, tu vois. C'est qu'après, il y a eu aussi des têtes pensantes qui ont dit on veut un Cyril ou un Auriol devant, et donc ceux qui sont derrière, on appelle ça les porteurs d'eau. Donc si vous avez quoi que ce soit, il faut sacrifier. Vous sacrifiez. Oui, il faut se sacrifier, absolument. Mais bon, le business est arrivé après. C'est le sport mécanique, il existe, voilà, il existe même en vélo. Hein, partout. C'est des sports d'équipe, et puis on va mettre en vedette, même en foot, un joueur, et puis qui n'aura pas plus de mérite qui n'aura pas forcément marqué les buts. Mais le mec, il fait la bonne com.
Donc, on se dit, bon, allez, on va, voilà. Et il roule forcément aussi, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est que Thierry Sabine a lancé des concepts, on va appeler ça, et qui vivent toujours aujourd'hui. Ça, c'est important. Ça, c'est incroyable. Et il a, en plus, pour moi, lancé des modèles d'événements où l'organisateur est mis en avant. Oui. Parce qu'avant, l'organisateur... On n'entendait pas parler. Non. Bah, à part un Pierre de Coubertin, parce que c'était un noble et il a relancé comme Jeux Olympiques. Mais sinon, je dirais, globalement... Après, un Thierry Sabine, quand tu dis n'importe qui... il est connu. Oui, il est connu, mais c'est surtout Thierry Sabine, ça dit quoi? Bah, c'est l'homme en blanc dans le désert. C'est ça. Voilà, ça revient. C'est ça, ça revient. Il y a un look, il y a un concept. Mais il y a aussi, moi je suis retombé sur des vidéos des Dakar, des premiers Dakar d'ailleurs, sur les premiers, tiens d'ailleurs le premier ou deuxième Dakar, où on l'interview et on le voit vous parler, parce que tu étais dedans aussi. Oui, bien sûr. Mais on voit parler et c'est vraiment, c'est pas encore le patron, c'est le gars qui gère un petit peu ses ouailles là et qui dit oh les gars, faut faire comme ça, il y a un camion qui est là, alors faites pas ci, faites pas. C'est vrai. Et ça, il est assez proche de vous et je trouve ça vraiment génial. C'est ce que je disais. En plus, il était très proche des motards, même si à l'origine c'est un pilote automobile, il faisait du rallye. Mais il l'a goûté. Il était assez bon, mais l'Abidjanis l'a beaucoup changé. On le sait. Il n'a pas changé que parce qu'il s'est perdu, il a changé aussi parce qu'il a vécu quelque chose d'extraordinaire, la découverte de l'Afrique, la découverte de la difficulté des rallyes à moto, connaître, surtout quand tu n'as rien à manger, rien à boire, et que tu pars pour des étapes marqué, moralement, des étapes très longues. Donc il a vécu ça. Je pense qu'il a apprécié parce que bon, il sort quand même certains conforts, en tout cas, ou même à Paris, son père était dans le 16e arrondissement. Oui, ça va, quoi, c'est pas... Comme tu as dit tout à l'heure, il est aidé. Voilà. Il est aidé, mais c'est très bien. Mais c'est l'intérêt du Dakar, c'est qu'on va retrouver toutes sortes de personnages. Voilà. Ce qui va continuer après, d'ailleurs, mêler les gens de la télé. Absolument. Des vedettes qui vont... Daniel Balavoine, d'ailleurs. Enfin, bien sûr, on verra ça plus tard, mais oui, Brasseur, ça va attirer beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui vont s'essayer et des présentatrices télé, je crois qu'il y a eu aussi. Oui, absolument. Oui, absolument. Il y a eu des mannequins, il y a eu des sportives, des sportifs et des sportives. Mais c'était réservé aux voitures quand on regarde. Parce qu'à moto, c'est pas le même. C'était compliqué. On a eu quelques pilotes voitures connus, Jean Ralliot, Christian Saron, c'était essayé. Il y a eu quelques pilotes comme ça, un peu de F1. Jacques Lafitte, non, parce qu'il a fait en voiture, avec Jabou et tout ça. Il y a eu des pilotes de F1, bien sûr. Mais en moto, il y a eu quelques pilotes de Formule 1, etc., qui étaient la bande de nos amis Pierre Landreau et Raphaël de Montrémy, qui globalement ont goûté au Dakar et ont compris que c'était quelque chose la course de difficile, mais qu'il fallait la faire, bien sûr. Et la faire en moto, c'est pas mal. Surtout quand t'as pas beaucoup. C'est le Graal. Le Graal de la course moto et voiture et camion et tout ce qui a suivi après. Ok, bah écoute Philippe, voilà, merci Dakar. pour le premier Dakar. Et puis, je vous dis à toutes et à tous qu'on va se retrouver très, très, très prochainement pour la suite des aventures et anecdotes de Fifi. Merci aux auditeurs. À tous. Merci Vévé.